Une étrange expérience. Cooper, qui n'était pas encore Cooper, était en première année de collège. C'était un jour d'octobre de l'année dernière. Cooper et son oncle se trouvaient sur la terrasse d'un grand magasin de Ginza. Il tombait du ciel infiniment gris une bruine si fine qu'on ne pouvait distinguer s'il pleuvait ou pas. Le manteau de Cooper, comme l'imperméable de son oncle, s'était couvert à son insu de fines gouttelettes argentées, comme un dépôt de gelée blanche. Cooper observait en silence l'avenue de Ginza sous ses yeux. Vue du 7e étage, l'avenue de Ginza ressemblait à un étroit canal. Au fond, une quantité d'automobiles s'écoulait sans cesse jusqu'à l'autre bout. Celle qui venait de droite, de Nihonbashi, passait rapidement en dessous pour se diriger vers Shimbashi. Celle qui venait de gauche empruntait le chemin inverse pour disparaître vers Nihonbashi. Les deux courants se frôlaient, parfois s'épaississant, parfois s'amoindrissant. Entre les deux, de temps à autre, passait un tramway langoureux. Il ressemblait à un jouet tellement il était petit et son toit était tout mouillé. Ou plutôt les autos, l'asphalte de l'avenue, les arbres qui l'abordaient, tout était complètement trempé et renvoyait la lumière du jour qui venait d'on ne sait où. Cooper regardait en bas sans dire un mot, quand les voitures lui firent penser à des insectes. Si les autos étaient des insectes, ce seraient des lucanes, assurément. Un troupeau de licanes qui rampent ventre à terre, vont vers leurs affaires et s'en retournent dès que celles-ci sont terminées. Je ne sais pas quelles affaires, mais il faut que ce soit quelque chose d'important. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que l'entrée de leur nid se trouve du côté de Kyobashi, là où l'avenue Ginza devient de plus en plus étroite avant de tourner à gauche entre les grands immeubles. C'est là qu'ils se cachent, l'un après l'autre. Un autre sort à la place, puis un autre, et l'échange se poursuit à toute allure. Un lucan noir, un autre lucan noir, encore un lucan noir, puis un bleu cette fois, puis un gris. La bruine, fine comme la poudre, tombait toujours. De plus en plus absorbé par les idées saugrenues de son imagination, Cooper resta les yeux fixés sur Kyobashi pendant un moment. Puis, il releva la tête. Devant lui, Tokyo flou et mouillé de pluie s'étendait à l'infini. La mélancolie gagnait le cœur de Cooper, qui se laissait peu à peu submerger par la grisaille et la tristesse de ce paysage sans limite. Où que portât le regard, les minuscules toitures en nombre infini reflétaient la lueur terne du ciel, avec parfois des gratte-ciel qui, de leur hauteur, venaient déchirer l'horizontalité des toits. Et plus ils étaient loin, plus ils s'effilochaient sous la pluie, pour ne devenir finalement que de simples silhouettes de la couleur du ciel lui-même. C'était une humidité dense qui mouillait absolument tout, au point que même les pierres semblaient gorgées d'eau. On aurait dit que la ville était figée, noyée dans cette froide humidité. Cooper, qui est né et a grandi ici à Tokyo, découvrait pour la première fois ce visage pesant et sinistre de la capitale. Du fond de l'humidité de l'air, une rumeur incessante sourdait et montait jusqu'à la terrasse au 7e étage. Cette rumeur, les oreilles la percevaient-elles ou pas, il était presque difficile de le dire. Cooper restait là sans raison, incapable de détacher les yeux de ce spectacle. Soudain, il sentit un changement s'opérer dans son esprit. Autant vous l'avouer tout de suite, ce qui se produisit dans l'esprit de Cooper à cet instant a un rapport avec l'origine de son surnom. La première image qui passa devant ses yeux fut celle d'une mer sombre, frappée par la pluie. Peut-être était-ce un souvenir qui lui revenait, celui d'un voyage avec son père à Izu, pendant les vacances d'hiver. Et donc, alors qu'il regardait les contours incertains de la ville dans la bruine, celle-ci devint un océan où les immeubles de temps en temps se dressaient comme des récifs ou des rochers surgissant des flots. Le ciel au-dessus de la mer était bas et lourd. Dans l'imagination de Cooper, indistinctement apparut l'idée qu'au fond de cet océan des humains vivaient. À peine parvenu à sa conscience, cette pensée le fit frissonner. Sous cette infinité de toits accrochés là, comme s'ils couvraient la totalité de la terre, de vrais gens vivaient, plus nombreux qu'il n'en pourrait compter. Bien sûr, c'était une évidence, mais en y repensant, il ne pouvait s'empêcher d'en ressentir comme un effroi. Dans cette portion d'espace qu'il avait actuellement sous les yeux, mais qu'il ne pouvait justement pas voir, vivaient des centaines de milliers d'inconnus. Combien étaient-ils? Et que faisaient-ils en ce moment même? À quoi pensaient-ils? Le monde était bien plus complexe, bien plus chaotique que tout ce qu'il pouvait imaginer. Un vieux avec des lunettes, une fille aux cheveux courts,
une femme en chignon, un homme en tablier, un employé en costume-cravate, chacun dans son encadrement particulier, défilaient devant les yeux de Cooper et disparaissaient aussitôt. Mon oncle, demanda Cooper dans l'espace, que je peux voir d'ici, combien de gens y a-t-il à peu près? Oula, répondit son oncle pour commencer. Lui non plus ne semblait pas avoir de réponse toute prête à cette question. Si je suppose que mon champ de vision couvre, disons, 1/10 ou 1/8 de la ville de Tokyo, ça doit faire 1/10 ou 1/8 de sa population totale, non? Pas si sûr, répondit son oncle avec un sourire. Si la population de Tokyo était répartie uniformément, ton calcul serait correct. Or, en fait, certains quartiers sont très densément peuplés, d'autres beaucoup moins. Par conséquent, diviser la population totale par la proportion de l'espace que couvre ton regard ne suffit pas. De plus, la quantité de population varie énormément entre le jour et la nuit. Entre le jour et la nuit? Bah pourquoi? Mais si, réfléchis. Toi et moi, nous habitons en banlieue, n'est-ce pas? Et pourtant, en ce moment, nous sommes ici, en plein centre-ville. Mais cette nuit, nous serons rentrés chez nous. Je ne sais pas combien de personnes feront comme nous, mais ça en fait certainement beaucoup. Et encore aujourd'hui, c'est dimanche. En semaine, dans les quartiers que tu vois d'ici, Kyobashi, Nihonbashi, Kanda, Hongo, un nombre faramineux de gens arrivent tous les jours de l'extérieur de Tokyo. Le soir, ils repartent. Tu as déjà vu les trains de banlieue, les tramways et les bus à l'heure de pointe? Tu sais comme ils sont bondés. C'est vrai, se dit Cooper. Si tu veux, reprit son oncle, c'est un peu comme une marée de plusieurs centaines de milliers de gens, peut-être d'1 million de gens, qui montent, puis qui se retirent. La pluie, comme un brouillard, avait continué de tomber sur eux en silence pendant leur conversation. Cooper resta un moment sans rien dire, son oncle aussi, à regarder la ville au-dessous d'eux. Derrière la pluie qui voltait, la ville sombre se poursuivait à l'infini sans jamais laisser distinguer une forme humaine. Et pourtant, là-dessous, plusieurs centaines de milliers d'individus, plus d'1 million peut-être, menaient leur vie chacun avec leurs idées en tête, chacun avec leurs occupations. Et tous les matins, tous les soirs, ils arrivaient puis s'en allaient comme la marée. Cooper se sentit emporté au milieu d'un immense tourbillon. Mais alors? Oui? Les hommes? Cooper se sentit rougir de prononcer une phrase aussi idiote, mais il surmonta sa gêne. C'est comme si les hommes étaient des molécules d'eau alors? Oui, si tu compares la société humaine à une mer ou à un fleuve, alors les hommes sont comme les molécules d'eau de cette mer ou de ce fleuve. Et toi aussi, mon oncle? En effet, comme toi aussi, une toute petite molécule même. Arrête de te moquer de moi. D'ailleurs, il vaut mieux être petit pour être une molécule. Toi, déjà, tu es trop grand. Et Cooper regarda tout en bas. Des autos et encore des autos. Ah! Dans chacune de ces lucarnes automobiles se trouvaient aussi des humains. Soudain, au milieu du flot des voitures, Cooper remarqua une bicyclette. Ce devait être un jeune garçon. Son manteau trop grand pour lui était trempé de pluie. Il regardait sur le côté, il regardait derrière, surveillant les voitures qui le dépassaient tout en pédalant de toutes ses forces. Il ne se doutait évidemment pas que Cooper le regardait de tout là-haut. Il roulait sur l'asphalte glissant, évitant les voitures sur sa gauche, sur sa droite. Tout à coup, une auto grise en dépassa 2 ou 3 autres et se rapprocha à toute vitesse. Attention! Cria intérieurement Cooper du haut de la terrasse. Il avait eu peur que le vélo se fasse renverser par la voiture. Mais le garçon fit habilement un écart et la laissa passer. Puis il rétablit son équilibre et repartit en pédalant de plus belle. À chaque coup de pédale, on pouvait mesurer la force qu'il y mettait au grand mouvement de son corps qui le faisait se balancer d'un côté puis de l'autre. Pour quelles affaires urgentes cet apprenti ou ce commis de boutique se dépêchait-il tant? Cooper l'ignorait. Mais il continua de le suivre des yeux, quand bien même il lui était parfaitement inconnu. En revanche, le garçon à vélo, lui, ne savait absolument pas observer. Cela causa une impression étrange à Cooper. Quand il était venu tout à l'heure à Ginza en voiture, ils étaient passés précisément à cet endroit. Mon oncle, tout à l'heure, dit Cooper en montrant du doigt vers le bas, quelqu'un nous regardait peut-être aussi quand nous sommes passés. Oui, c'est possible, comment savoir? Je dirais même, il est possible que quelqu'un nous regarde en ce moment même d'une de ces fenêtres. Cooper jeta un coup d'œil circulaire sur les immeubles alentours. Il y avait tellement de fenêtres partout et tellement d'immeubles.
Ce que venait de lui dire son oncle lui donnait maintenant l'impression que chacune de ses fenêtres l'observait. Mais la pâle lueur du jour qui se reflétait sur les vitres leur donnait la brillance du mica. Impossible de dire si des humains se trouvaient derrière et encore moins s'ils regardaient de son côté. Et pourtant, Copper ne pouvait plus s'ôter de l'idée que quelqu'un, quelque part, l'observait en secret. Il en venait même à imaginer le reflet de lui-même dans cet œil qui le regardait. Et il se voyait sur la terrasse au 7e étage de cet immeuble gris tout petit. Si petit. Il se sentit frappé d'un sentiment étrange. Lui en train de voir, lui en train d'être vu, lui en train de voir qu'il était vu, lui en train de se regarder de loin. Tout c'est lui-même qui se superposait dans sa tête, ça lui donnait le vertige. C'était comme une houle qui venait battre sa poitrine. Non, c'était lui-même qui était agité comme une houle. La grande ville qui s'étendait devant lui avait atteint le point culminant de la marée haute, et Copper, sans s'en apercevoir, était devenu une simple goutte d'eau de cet immense océan. Il resta un long moment silencieux, les yeux dans le vague. « Que t'arrive-t-il » lui demanda son oncle au bout d'un moment. Copper eut la tête de celui qui se réveille au milieu d'un rêve. Il regarda son oncle et rit d'un air embarrassé. Quelques heures plus tard, Copper et son oncle se trouvaient dans un taxi en direction de la maison. Après le grand magasin, ils étaient allés regarder les actualités cinématographiques et en fin d'après-midi, ils avaient attrapé un taxi pour rentrer. À cette heure, le jour déclinait déjà fortement. La pluie tombait toujours. Dans la lumière des phares, la bruine tremblotait. « À quoi pensais-tu tout à l'heure ? » ?»« Quand ça ? » ?»« Sur la terrasse du grand magasin, tu avais l'air plongé dans tes pensées. » Comment répondre à cette question ? Se demandait Copper. Aussi resta-t-il un moment sans rien dire. Son oncle n'insista pas. La voiture roulait à vive allure sur la route sombre. « Cela m'a fait une impression étrange, » dit Copper au bout d'un certain temps. « Quoi donc ? » ?»« Quand tu as parlé d'une marée humaine qui montait et descendait. » Son oncle fit une tête qui signifiait qu'il ne comprenait pas. Alors soudain Copper déclara d'une voix parfaitement claire. « Tu as raison, mon oncle, les hommes sont comme des molécules, c'est bien ce que j'ai ressenti aujourd'hui. » Dans la faible lumière des phares, l'oncle écarquilla les yeux. Le visage de Copper reflétait une tension plus vive que d'habitude. « Je vois, » dit l'oncle, avant de rester un moment à réfléchir. « Eh bien, retiens bien cette idée, » reprit-il à mi-voix, « parce que tu viens de dire quelque chose de capital. » Le soir même, l'oncle de Copper, dans son bureau, chez lui, resta éveillé jusqu'à tard à écrire. De temps à autre, il s'arrêtait et allumait une cigarette pour réfléchir, puis se remettait au travail. Au bout d'une heure à 1 heure et demie de cette activité, il posa son stylographe et referma le cahier sur lequel il écrivait. Un cahier de grand format à la couverture de toile lit de vin. Il attrapa la tasse de thé qui était posée depuis le début sur son bureau, but d'une traite le thé depuis longtemps froid, s'étira les articulations et se gratta la tête. Puis il alluma une cigarette et fuma lentement à grandes bouffées. Peu après, il ouvrit le tiroir du bureau et rangea le cahier à l'intérieur. Il éteignit la lumière et se dirigea à pas pesants vers sa chambre. Peut-être devrions-nous jeter un coup d'œil sur le cahier, car à vrai dire, c'est dans ce cahier qu'est cachée la raison pour laquelle Honda Junichi est devenu Copper. Le cahier de l'oncle, sur la façon de voir les choses. Cher Junichi, tout à l'heure dans le taxi tu m'as dit « Tu as raison, les hommes sont comme des molécules. » Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu avais vraiment l'air sérieux en disant cela. Et à cet instant tu étais extraordinairement beau. Mais si ce n'était que cela, cela n'aurait pas eu de quoi m'émouvoir particulièrement. C'est qu'il commence à réfléchir réellement aux choses, me suis-je dit, et ça, tu ne peux pas savoir à quel point cela a fait vibrer mon cœur. C'est exact. Comme tu l'as bien senti, chaque homme pris individuellement est une molécule de l'immense société humaine. Le monde est constitué de l'ensemble de toutes ces molécules, et nous sommes mus par les ondes qui agitent ce monde. Bien entendu, ce que j'appelle les ondes du monde sont elles-mêmes constituées de l'ensemble de tous les mouvements des molécules élémentaires, et les hommes ne fonctionnent pas de la même façon que les molécules des corps matériels qui les entourent. Cela, tu auras l'occasion de le découvrir au fur et à mesure que tu grandiras. Mais tu t'es toi-même vu comme une molécule d'un monde immense, et ça, c'est déjà une découverte remarquable.
Tu as entendu parler de Copernic et de sa théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, je pense. Avant, on pensait que le Soleil et les étoiles tournaient autour de la Terre. On le croyait simplement parce que c'est ce que l'on voyait. On le croyait aussi parce que c'était ce qu'enseignait l'Église chrétienne, que la Terre était le centre de l'univers, et même au-delà, l'homme s'est toujours considéré comme au centre des choses, c'est dans sa nature. Copernic, jugeant que certaines observations astronomiques demeuraient inexplicables par les raisons enseignées jusque-là, après d'intenses réflexions, a osé émettre l'idée que c'était peut-être la Terre qui tournait autour du Soleil. Vu sous cet angle, ces faits qu'il n'arrivait pas à expliquer jusque-là s'ordonnaient selon des principes simples et clairs. C'est ce qu'on a appelé l'héliocentrisme. Plus tard, d'autres savants, comme Galilée ou Kepler, ont démontré que ces idées étaient justes, et aujourd'hui, elles paraissent évidentes à tout le monde, au point que la théorie héliocentrique est maintenant enseignée à l'école primaire. Or, comme tu le sais, la proposition de Copernic a d'abord été jugée scandaleuse. L'Église, très arrogante à cette époque, déclara que cette théorie qui contredisait son enseignement était une dangereuse hérésie à combattre. Les savants qui la soutenaient furent jetés en prison, les livres qui la diffusaient furent brûlés. Les gens ordinaires, en ce qui les concerne, n'avaient certes pas envie de se faire persécuter pour une idée d'ailleurs. Très peu avaient envie de croire que la Terre, où ils vivaient tranquillement, était en train de tourner dans un univers. Au contraire, cela paraissait une idée effrayante. Il fallut énormément de temps, des siècles en fait, avant que tout le monde, jusqu'aux écoliers, la considère comme une vérité scientifique. Mais une chose est sûre, l'homme a toujours tendance à voir les choses de son point de vue, comme s'il était au centre de tout. C'est quelque chose de profondément ancré en lui. Ces deux façons de penser, croire que la Terre est solidement installée au centre de l'univers, ou bien comme Copernic, croire qu'elle n'est qu'une planète qui tourne dans l'univers immense, ne s'opposent pas seulement en astronomie. On les retrouve dès qu'on réfléchit à la façon dont fonctionne la société humaine, aux règles de la vie en société. Tout le monde, pendant son enfance, commence par avoir une pensée géocentrique, c'est naturel. Réfléchis à la vision du monde d'un enfant. Les enfants structurent leur être à partir de ce qu'ils voient autour d'eux. La grande rue du tramway se trouve à gauche en sortant de chez moi, de l'autre côté c'est la poste. Au coin de la rue il y a le marchand de légumes, en face c'est la maison de Shizuko, à côté c'est celle de San-chan. Bref, je situe mon environnement en partant de ma maison. Les gens que je connais aussi. Telle personne travaille dans la banque de mon père, telle autre est une cousine éloignée de ma mère, et ainsi se dessine un univers dont j'occupe le centre. C'est au moment où l'on commence à devenir adulte que l'on s'ouvre petit à petit à une pensée plus héliocentrique. Le monde extérieur gagne en importance, on commence à comprendre tout un tas de choses, on arrive à se figurer les lieux au seul nom de la ville ou du département, sans avoir à les repérer par rapport à sa maison. Les gens s'individualisent, le patron de telle banque, le directeur de tel établissement scolaire, et cela suffit pour savoir de qui il s'agit. Cette façon de penser, à vrai dire, reste vague, même chez les adultes. L'homme reste fondamentalement centré sur lui-même, pour réfléchir comme pour prendre des décisions. Tu t'en apercevras quand tu seras adulte. Les personnes qui ont réussi à sortir d'un mode de pensée égoïste sont extrêmement rares. Dès que des questions d'intérêt entrent en jeu, en particulier, il est très difficile de se mettre soi-même à distance avant d'émettre un jugement. Seules quelques personnes éminemment remarquables s'avèrent capables de conserver une pensée copernicienne dans ce type de situation. La majorité des gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, s'embrouillent dans des réflexions de courte vue, si bien que la globalité de la situation leur échappe et qu'ils s'arc-boutent sur leurs petits avantages personnels. Malheureusement, tout comme l'homme ne peut rien connaître des vérités de l'univers, tant qu'il se cramponne à l'idée que la Terre occupe le centre du monde, juger des choses selon un point de vue égoïste empêche de saisir les vérités de la société humaine. Les vérités générales, ces gens-là ne les voient jamais. Bien sûr, dans le langage quotidien, nous continuons à dire le soleil se lève et le soleil se couche, parce que cela ne porte pas à conséquence pour la vie de tous les jours. Mais pour comprendre les grandes vérités de l'univers, il faut abandonner cette façon erronée de voir les choses. Eh bien, c'est la même chose pour comprendre les grandes lois de la société. C'est pourquoi ce sentiment que tu as eu aujourd'hui d'être une molécule au sein du monde des hommes est, j'en suis persuadé, d'une importance considérable.
Dans mon cœur, je forme le vœu que ton expérience d'aujourd'hui laisse une trace profonde dans ton esprit. Ce que tu as senti, la façon de penser que tu as expérimenté aujourd'hui, porte en soi une signification d'une extrême profondeur. Elle marque le passage d'une vision géocentrique à une vision héliocentrique. Le cahier ne finissait pas là, l'oncle avait encore écrit bien des choses compliquées, mais vous en avez appris suffisamment pour comprendre pourquoi Junichi a pour surnom Copper. C'est tout simplement son oncle qui s'est mis à l'appeler Copernic, de façon à ce que l'expérience de ce jour-là reste gravée dans son esprit. Puis il a raccourci Copernic en Copper, parce qu'il faut avouer que c'est tout de même plus simple comme surnom. Vous comprenez aussi pourquoi Copper est très fier quand un ami lui demande l'origine de son surnom. Il n'a aucune raison d'être fâché de porter le nom d'un aussi important personnage.